Bonsoir et bienvenue dans Tête à Tête. Très heureux de vous retrouver après deux rendez-vous manqués à cause du procès 100 jours. Comme vous le savez, les deux dernières audiences ont eu lieu jeudi et nous n'avons pas pu nous retrouver pour vous produire cette émission Tête à Tête. C'est avec le même plaisir que nous sommes de retour. Toute la grande équipe est en place pour décrypter l'actualité qui est abondante à travers le pays et même sur le plan provincial. Nous allons dans cette émission aborder deux thématiques importante aux côtés d'autres sujets qui intéressent l'opinion publique. La première thématique, elle est liée à la situation ou au dossier Jean-Marc Akabound. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête recevable mais non fondée. C'était lors de ces arrêts du mercredi 17 juin 2020. Des arrêts qui étaient très attendus par l'opinion publique parce que vous le savez, le dossier Jean-Marc Akabound à l'Assemblée nationale a fait couler encre et salive depuis sa déchéance contestée par le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social ad intérim qui est allé en recours pour dénoncer certaines irrégularités. Mais les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle ont considéré que la procédure de sa déchéance n'était pas irrégulière et donc quelle analyse faire de ce dossier? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer dans la marche politique et démocratique de la République démocratique du Congo? C'est la première thématique de cette émission. Et dans la deuxième partie, nous allons revenir sur un sujet important, un sujet qu'on aurait dû aborder il y a un peu plus de 2 semaines. Mais comme vous venez de l'entendre, nous n'avons pas pu produire tête à tête à cause de la diffusion en direct du procès 100 jours. Et cette thématique importante, c'est Calumet de la paix, fumé par le gouverneur de province, Jamaoui Jamouteba, ainsi que l'Assemblée provinciale. Nous avions vu l'autorité provinciale se déplacer avec sa vice-gouverneur vers l'Assemblée provinciale et poster un message sur les réseaux sociaux pour dire que nous avons décidé de cheminer ensemble, comme pour dire qu'entre les deux institutions ou entre les deux personnalités, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, il y avait des problèmes. Qu'est-ce que la population du Kasaï oriental peut attendre de cette harmonisation des vues? S'agit-il tout simplement d'un coup de marketing politique? S'agit-il d'une réconciliation sincère? Ce sont les questions qui sont dans l'opinion et que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Avant de vous présenter les invités de Tête à Tête, je m'en vais d'abord remercier tous les internautes, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, tous ceux qui suivent nos émissions. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci également à tous ceux qui nous regardent à travers notre page officielle Facebook Arsène Punga officiel et même ceux qui nous suivent sur Twitter, notre fil d'information. Et tous les messages que vous nous avez laissés sur la page officielle de Airtop TV. Vous avez posé des questions. Vous vous êtes demandé pourquoi Tête à Tête n'est pas passé pendant 2 semaines. Et donc, vous avez les réponses à ces questions. Et pour décrypter ces sujets d'actualité, nous recevons sur ce plateau M. Richard Kaninda Kana. M. Richard qui est président provincial du regroupement politique Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Chapoué, qui est devenu Ensemble pour la République, un méga parti politique. M. Richard, bonsoir. Bonsoir Arsène. Je commence par vous adresser mes condoléances les plus attristées. Vous avez perdu un des cadres, un des piliers de votre famille politique, le sénateur Pierre Lumbi, décédé de suite de la Covid-19. Toutes mes condoléances les plus attristées. Merci Arsène, mais il faille corriger. Je suis coordonnateur régional Régional, de pas provincial. Ensemble pour le changement et ce n'est pas Ensemble pour le changement qui est devenu Ensemble pour la République, mais une partie de partis politiques membres de Ensemble pour le changement, notamment le PND, Parti national pour la démocratie et le développement de Salomon Idi Kalonda, dont je suis président fédéral au Kasaï oriental, et l'OMS du regretté Pierre Lumbi au Congo, qui a tiré sa révérence et qui nous a laissé à un moment très critique où franchement nous avions grandement besoin de lui, et font partie. Donc, Ensemble pour le changement, il faut vous le dire, c'est une plateforme politique qui a en son sein plus d'50 de partis politiques. Mais Ensemble pour la République, nous allons
les constituer en partis politiques avec quelques 6 partis politiques qui ont accepté de fusionner pour donner à notre leader et modèle Moïse Katumbi Chapwe un parti politique dans lequel il doit pouvoir évoluer. Alors merci M. Richard pour ces précisions qui sont importantes parce qu'il y a toujours cette confusion ensemble pour les changements, ensemble pour la République. Et nous avons en ligne au téléphone depuis Kinshasa les députés provinciaux Bavon Mbouyi. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir Arsène Mpunga et bonsoir Richard Kanyinda. Très heureux d'entendre votre voix, ça fait bien longtemps, nous espérons que vous allez bien. Oui, la grâce de Dieu est là, il nous garde par son amour immense pour nous. Nous sommes au loin, notre amour est vers cette province-là. Nous saluons tout le monde, ceux qui sont en ligne, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent par la radio et la télé. Donc, nous les aimons bien, nous avons bien envie de revenir, mais c'est les mesures prises par le gouvernement qui nous gardent encore à Kinshasa. Et de Kinshasa où vous êtes, quelles sont les nouvelles par rapport au coronavirus? Quel est l'état d'esprit de la population? Parce que chaque jour, nous apprenons qu'il y a des centaines de cas, on en compte déjà plus de 6000. Quel est l'état d'esprit général de la population? Est-elle dans la psychose? Oui, je voudrais dire que par rapport, parce que le peuple congolais, il faut avoir le courage de dire la vérité. Nous mourons tous les jours. Vous connaissez que avec la malaria, il y avait plus de 700 morts par année. Et la fièvre typhoïde, la tension, le diabète et autant de maladies. Les gens mouraient toujours, mais cette pandémie qui est venue, parce qu'elle est passée par pratiquement tous les pays et nous vivons avec un adversaire invisible, c'est là que les esprits des uns et des autres doutent encore, qui n'ont pas encore eu de malades dans leur famille, ou bien qui n'ont pas encore vu des gens mourir dans leurs familles les plus proches. Et il y a ceux-là qui ont très peur. Les gens apprennent à aller de l'avant. Et nous disons que nous apprenons aux uns et aux autres à pouvoir vivre avec cette maladie ou bien cette pandémie comme nous vivons avec les maladies qui sont passées, avec qui nous vivons tous les jours. Donc, je crois que les gens ne sont pas dans la torpeur, mais ils sont plus frappés à la recherche de comment survivre. Vous savez que cette maladie a fait qu'une crise très forte frappe tous les grands pays du monde, même les plus nantis, et le Congo démocratique n'est pas épargné. Les gens se battent pour survivre et nous disons que la grâce de Dieu puisse compenser dans chaque famille afin que nous tenions. Merci honorable de ce témoignage de l'état d'esprit de la population quinoise, le Kasaï oriental qui est pour l'instant épargné par cette pandémie qui est le coronavirus, et pour cela il faut dire merci à Dieu et rester vigilant en observant les gestes barrières et la distanciation physique. N'oubliez pas, si vous avez la possibilité d'avoir un masque, et qu'il faut vous laver régulièrement les mains, ce sont des gestes qui sauvent des vies. Alors, nous allons entrer dans les vifs de cette émission par un reportage qui revient sur la dernière prise de parole de professeur de l'université de Kinshasa. Je voudrais qu'on commence par là parce que c'est comme un petit sujet qui nous introduit dans Tête à Tête. Les professeurs de l'université de Kinshasa estiment qu'il faille publier le barème salarial de tous les fonctionnaires publics, de la présidence jusqu'au dernier huissier, parce que de plus en plus l'opinion a quand même l'impression que les richesses du pays ne sont pas redistribuées de manière équitable. Il y a une classe politique qui vit dans la bourgeoisie et que tous les autres nagent dans un océan de misère. Un avis qui est quand même partagé par plusieurs observateurs ici au Kasaï oriental. Je voudrais juste qu'on regarde ce reportage ensemble avec les téléspectateurs et ceux qui vont suivre cette émission à la radio. Comme ça, nous revenons pour un commentaire et aborder la première thématique de cette émission. En République démocratique du Congo, les scandales des millions sont devenus monnaie courante. Il ne se passe plus une semaine
sans que l'on apprenne soit que des millions ont été détournés par-ci, soit que telle institution a fait un dépassement budgétaire de plusieurs millions par là. Tout cela dans un contexte économique précaire tel que la grande partie de la population nage dans un océan de misère. Pour les professeurs de l'université de Kinshasa, cette situation n'a que trop duré. Il est temps que l'opinion sache le taux de rémunération de tous les fonctionnaires publics de la présidence de la République au dernier huissier. Le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. Les professeurs de l'UNIKIN ne sont pas les seuls à être lassés par ce spectacle des jouissances que livrent les dirigeants des institutions. Comme la majeure partie des Congolais, Hilaire Ntendaï de l'ONG It Is Now soutient que publier les salaires des uns et des autres va renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, vous ne savez pas combien touche un conseiller principal à la présidence. Combien toucherait peut-être un ministre? On doit les savoir. Un sénateur touche combien? Ce sont nos représentants. C'est avec notre argent, l'argent du contribuable congolais qu'on les paye. Nous ne voyons pas, ça va pêcher en quoi si on publiait cela. Et qu'on sache réellement si, je peux dire, l'argent du contribuable congolais est réparti équitablement. Au Congo-Kinshasa, plus de 50% du budget national sont consommés par les institutions. À titre d'exemple, les salaires des conseillers de la présidence de la République sont alignés sur ceux du gouvernement lui-même, pléthorique. Ce qui occasionne des dépassements budgétaires quasi permanents, rendant difficile, voire impossible, la réalisation de certains investissements. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Richard Kanyanda, juste un commentaire par rapport à cette situation. Est-ce que comme les professeurs de l'université de Kinshasa et certains Congolais, vous avez l'impression qu'il y a une classe des politiciens qui vivent au-dessus du seuil normal de la bourgeoisie et que tous les autres Congolais croupissent dans la misère? Arsène, ce n'est pas une nouveauté. Richard Kanyanda l'a toujours dit. Nous vivons dans un monde ou sinon dans un pays où le peuple est pris en otage par un groupe de compatriotes. Ou sinon, je pourrais simplement dire des concitoyens. Parce qu'un compatriote, c'est le mettre dans le panier de ceux qui aiment leurs concitoyens. Et quand il y a une injustice criante telle qu'aujourd'hui, on vient de les dénoncer par le corps de professeurs, c'est pour vous dire qu'ils ne font qu'enfoncer le clou. Je l'ai toujours dit, au Congo, nous vivons quelque chose d'irréel, ou sinon d'irréaliste, où il y a un groupe de concitoyens qui s'accaparent de tous les revenus nationaux et laissent les miettes à la grande majorité. Et vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. On est en train de réclamer une augmentation de $2 000 sur les, je ne sais pas, plus de $6 000 qu'ils ont déjà, et sans se soucier du salaire d'un huissier de la fonction publique qui lui serait peut-être à 80 000 francs congolais. Donc pas même $50. Et vous comprendrez que quand les élus du peuple ne prennent pas à cœur la vie de leurs concitoyens de basse classe et que, ayant atteint les niveaux qu'ils ont aujourd'hui, ils préfèrent encore aller au-delà, parce que Kamere aurait dit que depuis qu'il est aux affaires avec les chefs de l'État,
il a augmenté. Il a triplé le salaire des conseillers. Les salaires des conseillers et de tous les fonctionnaires administratifs qui se retrouvent à la présidence. Et donc, on voudrait se mettre au même diapason. Ce qui n'est peut-être pas faux, hein, M. Richard, sachant que déjà, leur salaire avait été indexé au même niveau que ceux du membre du gouvernement. Donc, ils sont un peu au-delà de 6 000 $. Hein. Les députés... Comme nous ne savons même pas combien un secrétaire général touche, nous ne savons même pas combien, sincèrement, combien touche un député national, puisque ça, il ne faut pas se voiler la face. Hein. En dehors de ce qu'on est en train de nous faire miroiter 6 000 $, où il y en a qui crient 4 000, 5 000. C'est plutôt 6 000. C'est un jeu de ping-pong entre eux. J'ai vu moi-même dans les budgets 2020, oui. J'ai vu c'est l'équivalent de 6 500 $ au taux de 165. Donc, oui, mais il ne faut pas oublier beaucoup des à côté. Hein. Des avantages. Hein. Moi, j'appelle ça des à côté. Des avantages par rapport à quoi? Parce qu'on a été élu pour faire un travail. Nous, on pense que ça devrait être presque un sacerdoce, plutôt, sinon un apostolat. Mais quand on va revendiquer plus que ce que l'on peut avoir pour bien vivre au détriment de ceux-là même qui t'ont élu et qui t'ont envoyé pour plaider leur cause. Donc, la cause du peuple est oubliée. On commence par soi-même. Bon, c'est pour respecter les dictons qui dit peut-être... comment on dit encore, la charité bien ordonnée commence par soi-même et ils commencent par eux-mêmes. Mais d'abord les autres après. Les autres après, mais avec quoi? Parce que quand nous faisons un petit calcul, nous trouvons que si je dis que le peuple congolais est pris en otage par un groupe de concitoyens, c'est parce que les petits calculs que l'on fait, il se retrouve que tous les revenus bruts, plus de 60%. Il y en a qui parlent de 55%. Moi, j'ai dit plus de 60%. Va dans le panier de paiement des émoluments, des fonctionnements, de ceci, de toutes ces institutions politiques-là. Et les 40% qui restent pour les pauvres fonctionnaires et même pour l'investissement du pays. Est-ce que le peuple va se retrouver? Nous disons catégoriquement N. Voilà. N. Merci, monsieur Richard Kaninda. C'était juste une introduction, comme une ouverture. Honorable, je crois que vous avez suivi monsieur Richard Kaninda qui lui dit que le peuple est carrément pris en otage par ses concitoyens. Déjà, nous savons que les institutions financières internationales reprochaient au gouvernement congolais le train de vie des institutions qui est trop cher. Mais dernièrement, nous avons vu vos collègues députés nationaux réclamer une révalorisation des 2 000 $. Du coup, les Congolais sont indignés par rapport à cette situation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Le problème est seulement mal posé. Et puis, nous sommes dans une république de désinformation. Et quand on ne sait pas quoi dire, je préfère que souvent, on demande l'information telle que je l'ai toujours dit, au lieu de mettre dans la population ce qui n'est pas réel. Qu'est-ce que nous devons comprendre? En termes budgétaires, il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est celui qui va vers les salaires et les fournitures de bureaux et autres, et tout ça. Et ce budget de fonctionnement, c'est comme de l'huile dans un moteur. Quand quelqu'un n'a pas mis de l'huile dans le moteur de sa voiture, il ne peut pas se déplacer pour quitter Tchibouyi, aller à Bakwadiana, là où il doit prendre le maïs ou bien le manioc pour venir donner à la population qui est à Kalalawankata. Les gens doivent connaître. Et ce que les gens sont en train de mettre sur la place publique, ce n'est pas cela. Le peuple n'est pas pris en otage. Bien sûr qu'il y a eu un système qui a existé avant, qui n'a pas pu prendre ou chercher à équilibrer les choses, ou monter les budgets d'investissement et des budgets de fonctionnement pour s'occuper normalement de notre peuple. C'est que Antoine Félix Tshisekedi, notre président, est en train de faire. J'ai dit, passant par là, aujourd'hui, vous savez que le salaire que nous pouvons prendre, un salaire moyen d'un enseignant, c'était la contre-valeur de 100 $. Mais aujourd'hui, le véritable enseignant
doit toucher environ 250 $. Et les gens ne le disent pas. Rentrons en arrière. Je voudrais aller concrètement, avant de parler de ce que vous avez appelé professeur d'université. Je veux parler clairement. Moi, député provincial, depuis 2006, un député provincial touche 4 61 000. Avec le taux que vous avez aujourd'hui, d'environ 200 000, ça fait 2 000 $. Donc, un député national qui vous touche ici presque 10 millions, il a aux alentours de 6 000 $. Et cette demande de 2 000 $ d'ajout, c'est par rapport au budget qui est parti de 5 milliards de dollars à 11 milliards. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, ça date du mois de septembre où le budget a été voté. Mais la lettre de, s'il vous plaît, honorable, la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale adressée au Premier ministre date du mois de mai. Donc, la lettre, c'est un rappel. Comme par exemple, vous m'avez dit dans les réseaux sociaux, réclamant 9 mois de paiement des députés provinciaux. Donc, c'est là. Quand nous disons 9 mois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Et nos frères, professeurs d'université dont on parle, parce qu'ils ont laissé le gouvernement, l'Assemblée nationale sortant, voter des lois à la porte-pièce pour le chef de l'État. Vous connaissez de quoi je parle et tout ça. Et pendant ce temps, il s'était occupé, un professeur d'université dont vous parlez pour le moment, il a quelle rémunération par mois? Et pendant ce temps, nous qui avons étudié à l'ère de M. Mobutu, un professeur d'université vous dit aujourd'hui que l'université c'est pour les enfants de Nancy. Un syllabus à 35 $. Et quand on a 1500 étudiants dans une salle, ça fait combien d'argent par rapport à ce qu'un député gagne? S'il vous plaît, honorable, parce que ce n'est qu'une ouverture. Je pense plutôt que le problème est sur le fait que déjà ce que gagnent les dirigeants des institutions est largement suffisant pour qu'ils en revendiquent encore. L'opinion considère quand même qu'il y a trop de problèmes au Congo que vouloir revaloriser les salaires de ceux qui sont largement mieux payés. Ce sont quand même les fonctionnaires les mieux payés du pays. On ne va pas comprendre pourquoi on va leur ajouter encore 2 000 $. C'est là que cette demande a choqué la conscience de l'opinion. Si vous considérez que le peuple n'est pas pris en otage, mais l'on sait quand même, honorable député, que par exemple pour la présidence, il y a eu 294 nouveaux matriculés, les salaires des conseillers indexés au niveau de ceux du gouvernement, c'est une dépense de plus pour le trésor public. Est-ce qu'il ne faille pas réduire les trains des institutions au lieu de vouloir ajouter d'autres dépenses? Pour conclure avec ce début de tête-à-tête. Je voudrais vous dire ceci, M. Arsène. Quand on parle, par exemple, je vous ai dit, cette augmentation a été réclamée par rapport au budget qui est allé à la hausse doublement de 4 milliards et demi avec M. Tchibala à 11 milliards. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, pandémie et tout ça. Et il faudrait, secondement, que les gens sachent que quand on dit un budget de fonctionnement, ce n'est pas tellement pour les institutions, cela paye pour tout le monde. Financier que je suis, c'est pour tout le monde, même les fonctionnaires, tout le monde y compris. Donc, il ne faudra pas faire la différence. Le problème, c'est équilibrer quel travail qu'on donne à un député et quel travail en termes de classification d'emploi. Ce que je voudrais dire ouvertement. Vous trouvez un directeur à la RTOP qui a 3 000 $ de salaire, mais le journaliste qui doit sortir glaner l'information et venir tous les jours, qu'il y a par exemple 200 $. Quand on classifie les emplois, on ne compte pas tout ce que vous dites là-bas.
un système qui existe dans les finances publiques. On ne peut pas prendre un directeur, lui donner le même salaire avec un manœuvre lourd. Là, vous avez raison, honorable, mais la différence, elle frappe aux yeux, l'écart frappe aux yeux entre ceux qui touchent 6 000 $ et celui qui touche 50 000 francs congolais. Il est plutôt raisonnable de vouloir remonter celui qui a 50 000 francs à 100 000, 200, 300 000 francs que de rajouter 2 000 $ à celui qui en a déjà 6 000. Bon, ce n'était qu'une introduction de tête à tête honorable. Je crois que nous allons revenir sur cette thématique même prochainement. Si vous acceptez que je dise des mots, dites un mot en 1 minute. Un enseignant était à une contre-valeur de 100 $ et aujourd'hui, il est à 250. Et je te dis aujourd'hui... Un infirmier aussi. Un infirmier. Un fonctionnaire de l'État, un agent de première classe a 700 000 francs de prime. Vous dites 700 000 francs de prime, honorable. C'est une nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent à l'instant. Je ne sais pas si les fonctionnaires de l'État qui nous écoutent en ce moment peuvent confirmer cette allégation. Je vous l'ai dit, Fachi Béton est au travail. Merci, honorable. Nous reviendrons, M. Richard. Une petite réaction avant de passer rapidement. L'honorable allègue qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ont 700 000 francs de prime. C'est une information que nous allons vérifier parce qu'aux dernières nouvelles, presque tout le monde s'est plaigné un tout petit peu. Alors, vous avez quelle information du terrain? Quelle est la réaction à cet avis de l'honorable qui estime que c'est tout à fait normal? Il s'agit surtout des frais des fonctionnaires qui permettent à la machine des institutions de tourner et de faire fonctionner le pays. Vous savez, Arsène, j'en profite pour saluer l'honorable Bavon, que je ne reconnais pas aujourd'hui. C'est un peu triste. Quand je dis que le pays est pris en otage et que c'est le système qui continue et que lui-même fustige ou fustiger l'ancien système et oublie que c'est le même système qui continue, franchement, je suis désolé. Il dit que Fatou Béton est en train d'augmenter les salaires. Écoutez, la Régie des eaux a des impayements de plus de 7 mois à ce jour. Et il n'y a pas l'eau dans sa ville d'Ombouchema. Il n'y en a pas. Parce que nous ne savons pas à quel sens c'est voué, et l'eau ne coule pas au robinet, et on va vous dire manque d'électricité, on manque de gasoil, on manque de ceci, mais on oublie que c'est là même qui doivent pomper l'eau pour que nous puissions en consommer, sont également impayés. C'est à cela que nous les attendions, pas aller réclamer encore une augmentation des salaires. Écoutez, loin de moi, l'esprit de fustiger que nos élus ne touchent pas beaucoup. Mais écoutez, on touche beaucoup sur quoi? Quand on ne produit rien. Vous pensez que les députés ne produisent rien? Ils votent quand même les lois, M. Richard. Ils votent les lois. Jusque-là, ils ont voté quelle loi? Mais là n'était pas ma pensée. Hein. Ma pensée, c'est par rapport au pays. Les pays ne produisent pratiquement rien aujourd'hui. Parce qu'on ne produit rien. Vous voulez vous accaparer du peu qui est dans la jubessière. Vous seul. Vous savez, l'investissement, c'est quelque chose qui augmente la production et donc les revenus. Quand vous n'avez pas une forte production, vous n'aurez jamais à atteindre un niveau de revenu convenable. Et quand le peu que vous trouvez, vous pensez prendre le gros morceau vous-même, parce qu'on ne peut pas gagner de la même manière, et que les autres peuvent se contenter des miettes. On va produire comment si l'investissement est toujours négligé? Aujourd'hui, on vous parle d'un budget de 11 milliards par honorable Bavon. Là, ce sont les estimations. Et dans la mobilisation, ils vont mobiliser 11 milliards. Ils nous diront non, ils n'ont jamais atteint même pas 60% de mobilisation. Pas même 50% si ma mémoire est bonne. Et moyennant cela, on ne peut pas jouer sur les salaires qui sont déjà convenus. On va commencer à continuer à payer le même salaire et en commençant par les mieux qui touchent beaucoup, c'est-à-dire les mieux placés. Et là, c'est là qu'on va privilégier. Regardez seulement dans ce que nous appelons même institution parlement. C'est d'abord ceux qui sont là qui se servent mieux. Les sénateurs n'accusent pas des aréels de salaire. Les députés nationaux, mêmement.
Mais nos députés provinciaux, nos élus au niveau de la province, il est en train de réclamer 9 mois d'impayement de salaire. C'est comme ça. Quand lui réclame 9 mois et que la régie des eaux pense 7 mois, la fonction publique, je ne sais pas, va réclamer combien. Dans la JBCR, il n'y a rien parce que nous ne produisons rien. Nous ne produisons pas grandement. Pourquoi? Parce que le budget d'investissement est minimisé. Il est même oublié. Voilà, quand on ne mobilise pas beaucoup, l'épée qu'on mobilise, on envoie au fonctionnement comme il est dit. Tant mieux, c'est tout. Et on n'aura pas investi toute une année. Et on pense que l'année prochaine, Fatih Béton va faire de miracles. L'épée qu'on est en train de faire là, il est en train de récolter dans les anciens projets de 2016, 2017, voilà, 2018. Jusque-là, il n'y a aucun projet de Fatih Béton sur terrain. Qu'on nous dise quel projet. Il y a la gratuité de l'enseignement, par exemple. Oui, la gratuité qui souffre de l'impayement des salaires des enseignants. Voilà. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a les non payés. Nous reviendrons sur il y a les nouvelles unités qui ne sont toujours pas mécanisées. Et tout ça, on doit vraiment tenir compte de tout ça. Il faut reconnaître que le processus était en cours. Oui, c'est un processus, il faut l'accepter. N'était été la Covid-19, j'estime que certains enseignants auraient dû déjà toucher leur salaire parce que le processus de leur mécanisation et prise en charge était quand même en cours, il faut le reconnaître. Toujours dans cet esprit de 60% de fonctionnement, 40% à l'investissement de la Banque mondiale. Et une faible mobilisation sur terrain. Nous passons au dossier Jean-Marc Kabound, le président intérim de l'UDPS, député national destitué par l'Assemblée provinciale de son poste du premier vice-président. Il avait estimé que la procédure était entachée d'irrégularité. Il est allé en recours à la Cour constitutionnelle pour faire annuler cette décision. La Haute Cour a pris un arrêt qui a été rendu public mercredi 17 juin. Je voudrais que l'on suive l'extrait de cet arrêt avant de revenir sur ce plateau et que nos invités puissent s'étaler longuement et largement sur ces sujets qui a tenu quand même le peuple congolais en haleine pendant plusieurs jours, parce que vous vous rappelez d'abord la bagarre, les jours de sa déchéance, ensuite du siège du Parlement par la police sur réquisition du procureur pour le Conseil d'État et de toutes les réactions qui ont suivi. Regardez d'abord cet extrait et revenons dans une minute. 91. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête. Dit celle-ci recevable, mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, 17 juin 2020, à laquelle ont siégé messieurs. Nous allons récapituler pour vous l'enchaînement des événements autour du dossier Jean-Marc Kabound. Ce dossier a commencé avec toutes les déclarations de 7 millions Jean-Marc Kabound qui s'opposait à l'organisation d'un congrès. Vous allez vous rappeler, pas besoin de revenir sur le début, mais partons du jour où ses collègues ont décidé de les destituer à partir d'une pétition initiée par Jean-Jacques Mamba, député national du MLC. La plénière a connu plusieurs incidents. Nous vous avions proposé des images sur votre télévision, des incidents et même de la bagarre. Les députés ont fini par destituer Jean-Marc Kabound, mais il a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour que cette déchéance soit tout simplement annulée à cause de certaines
irrégularités qu'il avait évoquées, notamment le non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La pétition ne lui avait pas été signifiée dans le temps. Le jour même du traitement de la pétition, l'initiateur n'était pas là parce que retenu par la justice lui-même n'était pas présent pour se défendre. Il a estimé qu'il y avait plusieurs irrégularités. Et comme vous le savez, le Conseil d'État qu'il avait également saisi avait demandé la surséance de la procédure du vote de sa remplaçante qui est la députée Patricia Nseya de l'UDPS que l'Assemblée nationale n'avait pas accepté. Il y a eu ce que nous avions appelé siège du Parlement par la police pour empêcher que la plénière de l'élection de Patricia Nseya ne puisse avoir lieu le temps que la Cour constitutionnelle puisse siéger. Et la Haute Cour a effectivement siégé. Vous venez de regarder l'arrêt requête recevable, mais non fondée. Nous vous épargnons d'autres éléments qui ne sont peut-être pas importants. Nous vous avons donné les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre comment ce dossier a dû cheminer dans le temps. Monsieur Richard, comme tous les Congolais, vous avez aussi suivi avec attention le cheminement de ce dossier, Jean-Marc Akaboun. Déjà, quelle est votre première réaction? Quelles sont les impressions que vous avez au terme de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Bien, merci. Vous savez que les décisions de cette Cour-là sont irrévocables et on ne peut pas y revenir. Donc, me demander aujourd'hui ce que je pense simplement que c'est une distraction parce que nous, peuple congolais, on n'avait pas élu nos députés pour assister à cette cacophonie aujourd'hui. Ce que nous attendions de notre Assemblée nationale, ce n'est pas ce que nous sommes de voir en retour aujourd'hui. Vous savez, ce pays a plein de problèmes. Il y a le problème des entreprises qui pouvaient booster l'économie de notre pays et qui sont aujourd'hui des canards boités. C'est à notre Assemblée nationale, ou sinon notre Parlement, à qui est dévolue la mission de contrôle. On pensait que avec de nouveaux élus, avec un nouveau régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une année après, on aurait déjà mis le pays sur les rails du décollage économique. Mais voici aujourd'hui, le pillage de nos minéraux continue à être de mise parce que rien n'est fait. À la GECAMIN, le chef de l'État a nommé de nouveaux dirigeants qui ont peiné pendant tout ce temps, ça fait pratiquement une année, depuis leur nomination, qui ne sont pas entrés en fonction. Probablement qu'avec la nomination des autres, on a suivi que ils ont été notifiés. Il y a déjà des notifications et que la remise-reprise pourra se faire. Mais là, c'est un problème, c'est un autre palier de problème. Nous, on pensait que nos élus allaient commencer par le contrôle de ces entreprises. Pas pour auditer, mais ne fût-ce que contrôler comment les entreprises ont pu fonctionner jusqu'à ce jour, en dégager quelque chose qui pouvait remettre au chef de l'État comme boussole pour éclairer sa lanterne. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer le fait qu'il y a qu'avant-hier, on parlait de 200 millions qui s'étaient volatilisés des caisses de la GECAMIN par l'ancien PCA. Yuma, qui continue à être PCA jusqu'à ce jour. Justement, récemment, a été notifié. Il va reprendre ses fonctions selon les dernières informations à notre processus. C'est ce que je dis que c'est la continuité du même système. Quand on a toujours les mêmes figures, les mêmes personnes. Mais qui peuvent faire autrement. Oui, autrement, Arsène. Nous avons vu les mêmes magistrats qui étaient là lors du régime de M. Joseph Kabila, qui continuent à œuvrer, mais peut-être différemment, à la satisfaction de beaucoup de Congolais. Tu sais, un meilleur joueur ne donne que le meilleur de ce qu'il connaît faire. Quand on est en train de se disputer Messi, c'est parce qu'on sait que Messi a un système de jeu qui fait qu'il occasionne beaucoup. Il provoque des occasions de but et qu'on sait marquer sans beaucoup de difficultés. Et quand Messi va quitter de l'Arsenal vers Madrid, ça sera le même jeu de Messi. Ça sera le même Messi.
Ce n'est pas pour autant que Messi a changé sa varese, que Messi changera son système de jeu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette parabole? Non, mais il n'y a pas de parabole, c'est très simple. L'individu reste la valeur de lui-même. Etienne Tshisekedi Mulumba disait, il y a des personnes qui sont nées bêtes. Il peut accumuler autant de diplômes d'université, tant qu'il a dans son âme, dans son esprit, ce sang-là de bête, il ne va que multiplier sa nature de bête. Et donc, si mais quand quelqu'un est né intelligent et sage, il sera toujours sage et intelligent toute sa vie. Et donc, M. Richard, si nous vous avons bien compris, vous estimez que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée autour du dossier Jean-Marc Aboun est une distraction? Pure et simple. On est en train de distraire le peuple congolais et distraire même les chefs de l'État. Vous savez, c'est arrivé au moment où notre leader Moïse Katumbi Chapwe interpellait les chefs de l'État pour lui dire que le FCC lui a tout pris, mais il reste quand même avec quelque chose sous la main. Qu'il récupère les entreprises du portefeuille de l'État, puisque c'est de son pouvoir, qu'il récupère ces entreprises-là, comme ça il aura le moyen de sa politique. Sans ça, 2023, c'est lui qui va présenter le bilan. Ça ne sera pas le bilan du FCC Cash. Ça sera le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant le peuple qui lui a fait confiance et de l'UDPS, puisqu'il est président de l'UDPS. Mais si aujourd'hui nous regardons que ceux qui pouvaient contrôler ces entreprises pour donner une bonne évaluation au président de la République afin qu'il prenne de bonnes décisions, ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, il est parvenu. Bon, c'est déjà une page tournée parce que ce sont les mêmes personnes. Comme je le disais là, vous savez, Moïse Katumbi Chapwe était avec eux. Et en les quittant, il nous a dit non, il était dans un système de prédateurs. Ce n'est pas un régime qui est là pour travailler pour le peuple congolais. C'est pourquoi je leur tourne les dos et que je vais vers le peuple. Vous comprenez? Donc, ce sont les mêmes prédateurs qui vont continuer à gérer les affaires publiques de l'État. Et vous nous demandez d'espérer avoir quelque chose de bon. Oui, nous acceptons et nous regardons vers 2023 pour voir ce qui va se faire, puisque là, on a déjà consommé une année et demie. Il nous reste encore 3 ans et demi. Au-delà de cette dimension, avant de donner la parole à l'honorable Bavon, nous avons eu une petite coupure avec la ligne téléphonique. En dehors de tout ce que vous avez évoqué lorsque vous estimez que nos élus sont distraits au lieu d'aborder les vrais enjeux de notre pays, il y a quand même ce fait qu'au travers ce dossier Jean-Marc Kabound, le peuple congolais a quand même vu l'autre face de l'état des droits, c'est que la justice a prévalu au-dessus de tout, au-dessus des considérations politiques. On se rend quand même compte qu'il y a une consolidation progressive de notre appareil judiciaire. Oui, nous sommes en train de suivre cela. Nous remercions bien les chefs de l'État pour l'élan qu'il est en train d'imprimer dans notre pays. Mais quand nous analysons les faits avec des lunettes politiques, nous mettons tout dans le panier de la distraction. Je n'ai pas dit que nos élus sont distraits, mais il y a la majorité de nos élus. Et comme vous le savez, la majorité, vous connaissez de quel camp il est. C'est le camp du FCC. Ils sont en train de distraire et le peuple congolais et les quelques élus qui veulent bien aider les chefs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques élus, prenons le cas de l'UDPS qui sont encore conscients de ce qu'ils doivent faire. Quand est-ce qu'ils vont le faire avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous n'allez pas exiger vous-même d'aller contrôler dans une entreprise du portefeuille de l'État tant que le bureau a une autre matière qu'il est en train de traiter. Et la matière, c'est quoi? C'est la cacophonie entre ce qui devait être arrangé à l'interne. Parce qu'il y a eu un problème au sein de l'Assemblée nationale. Qui est-ce qui interdisait au bureau de cette Assemblée nationale de traiter ce problème en interne que de l'exposer sur la place publique et donner ces spectacles qui sont en train de donner aujourd'hui au peuple congolais où les députés se trouvent être empêchés d'accéder à l'hémicycle ou sinon au palais au palais du peuple. Du peuple par la police, où la justice vient s'interférer dans la gestion de l'institution Parlement et tout ça. C'est un spectacle qu'on donne au peuple congolais pour peut-être qu'il oublie
la Covid-19 et sa misère de tous les jours. Voilà, honorable, vous avez suivi M. Richard Kaninda et sa lecture de la situation de Jean-Marc Kabound. Il pense quand même que c'est une distraction, que le pays a mieux à faire que se consacrer à assister à ce qu'il appelle le spectacle. Comment vous avez analysé toute cette situation? Je voudrais d'abord, dans un premier temps, calmer les acteurs. Ce n'est pas en beaucoup parlant, à beaucoup parler qu'on peut faire quelque chose. Monsieur Kaninga est en train de mettre la confusion avec ce marketing qu'ils veulent faire avec la MOUCA, pensant que en 2023 ou 2024, ils ont un candidat, ils vont prendre la en 2023, les élections c'est en 2023. Effectivement, nous avons un candidat. Oui. Je dis, le chef de l'État a prêté serment le 24 janvier 2019. 5 ans, ça sera en 2024. Bon, je dis ce que je connais. Je voudrais que monsieur Kanidakana, qui est dans un système qui dit ne pas me reconnaître aujourd'hui, quand M. Katumbi est venu, au gouvernorat à Lubumbashi, il avait trouvé les Mumba et consorts. Ces gens-là étaient dans quel système? C'est comme si aujourd'hui Antoine Félix est venu parce qu'ils sont en train de faire le contre-marketing et puis ils mentent qu'ils sont en train de féliciter Antoine Félix au moment où ils sont en train, ce sont de peiner à le combattre et parce qu'ils ne proposent pratiquement rien. Vous croyez qu'aujourd'hui, que dans les contextes politiques que nous avons eu, avec notre constitution, qui demandait que c'est au sein de la majorité qu'on doit tirer un premier ministre, avec cette majorité-là, soit-il factice, on devait agir, que Antoine Félix devait aujourd'hui, par un coup de bâton magique, éliminer tout le monde et le mettre à côté. Non, je dis non. Aujourd'hui, il y a des sociétés pour élaguer un peu cette confusion-là. L'office de route et d'autres personnes, Foner et consorts. Comment est-ce qu'on a découvert que l'argent de l'État est dissipé là-bas et que les gens sont en prison? Ce sont des gens qui ont travaillé avec les super passés. On y va petit à petit et on ne voudrait pas brûler le pays au lieu de poser des bases pour le reconstruire. Je reviens à ce problème de Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas la distraction. Il y a un problème réel. Jean-Marc Kabound, c'est un fils, il dépêche un fils maison. Il est président, il a un mandat du chef de l'État. C'est un député national élu. Et c'est un homme de troupe du chef de l'État qui agit par-ci, par-là. Le problème de Jean-Marc Kabound, disons-le ouvertement, son impulsion, sa façon de répondre et de s'attaquer au problème n'a pas plu à cette coalition dans laquelle on se retrouve. C'est pour cela que les uns et les autres ont demandé qu'on puisse remplacer quelqu'un d'autre. Mais le chef de l'État, sachant cela, la procédure n'a pas été bien respectée, disons-le clairement. Il ne faut pas faire des histoires avec des sentiments. Donc, la Cour constitutionnelle, qui est la dernière juridiction, s'il vous plaît, honorable, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction dans l'ordre juridictionnel de la RDC, a estimé que la procédure avait été respectée. Non, j'en arrive à celle. On n'a pas donné à Jean-Marc Kabound les moyens de se défendre. Il ne s'est pas défendu. C'est pour cela que le Conseil d'État a dit que dans cette procédure, il y avait d'entorse. C'est pour ça qu'il a dit, bon, qu'on attend. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle a dit, Jean-Marc Kabound est versé. Oui, d'accord, mais la Cour constitutionnelle ne peut pas s'immiscer dans les actes levés par le Parlement. Et il n'y a que quelle juridiction, le Conseil d'État, qui peut interférer dans des actes posés par la plénière? Oui, même pas. Quand le Conseil d'État a
dit qu'il y avait un dos, a demandé au Parlement de déférer les élections. Et même quand Madame Janine Mabunda est allée voir le chef de l'État a dit « Je ne voudrais pas interférer, laissez la justice faire son travail ». Et la justice a fait son travail. Hein? Oui, et la justice a fait son travail. C'est comme ça que quand nos députés, au lieu d'attendre que la Cour constitutionnelle se soit prononcée, ils sont allés. Vous savez que dans notre police, nous ne disons pas que tous ce sont des marginaux. Il y a des gens qui, quand on lui dit, bon, va me prendre en scène, lui, il vient se ligoter. Donc il y a eu des ailes, il y a eu de la base quelque part, nous les reconnaissons, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la distraction. Si c'est la distraction, qu'est-ce qui n'est pas distraction que M. Richard Kana et son avocat sont en train de faire aujourd'hui comme opposition? Il propose par exemple la réforme des institutions publiques comme la CENI. Il propose que le président de la République prenne véritablement en main la gestion des entreprises publiques et que ces entreprises soient dépolitisées. C'est entre autres les propositions de l'avocat et de M. Moïse Katumbi plus particulièrement. Les propositions, je crois que l'article 22 et 23 de la Constitution donne à chacun la latitude de proposer. Mais nous avons une constitution. Aujourd'hui, notre Parlement vit par la constitution, son règlement intérieur et puis des textes légaux qui régissent les gens. On ne peut pas seulement parler pour parler. Et la constitution, qu'est-ce que la constitution dit? Aujourd'hui, les chefs de l'État se mettent debout, qu'ils chassent tout le monde, qu'ils refassent notre Congo. Ou bien il y a une procédure à faire. C'est là que j'ai dit, quand on est en dehors, on raconte des histoires. Il faudrait appliquer les textes de loi, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et la voie à suivre, afin qu'on a des tous, nous voulons les changements. Nous connaissons qu'on contribue à faire le mal. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller à la perfection comme l'Amérique après 200 ans. On veut demander à Fatih, dans une année et demie, de tout faire. Et puis on les félicite. Non. Ces gens de l'avocat doivent se taire. Qui se taisent, pourquoi, honorable? Nous sommes quand même en démocratie, l'opposition doit être là pour équilibrer les jeux politiques et qu'il continue à mettre la pression pour que le président fasse mieux. N'importe quoi. Quand Ndakane est en train de détourner notre population de la réalité et de la procédure qu'il faut avoir. C'est quoi la réalité, honorable? Est-ce que sur terrain, on remarque quand même que la politisation des entreprises publiques continue? Parce qu'on a vu les dernières nominations du chef de l'État. La réalité, est-ce que les députés passent quand même plus de temps à parler émoluments individus que de parler des faits des sociétés? C'est ça quand même aussi la réalité. Non, la réalité est celle-ci. C'est selon les textes de loi que nous avons, notre constitution, tous les Congolais, on ne fait exception de personne, tous sont là, et la justice élève une nation. Ceux qui feront le mal seront interpellés par la justice. Et que le pays continue en allant, parce que le pays était à moins l'infini. Maintenant, si nous pouvons être au point zéro, il faut attendre que nous puissions décoller. Nous n'allons pas décoller dans l'imbroglio. Nous allons décoller selon les textes qui nous régissent. On ne va pas demander Félix aujourd'hui, pendant qu'il est en coalition avec cette majorité du FCC, lui demander de mettre tout le monde dehors et de remettre la mouka et puis seulement lui démettre dans le temps. Voilà, honorable, parce que nous allons vers la fin de cette émission. En une minute, s'il faut conclure autour du dossier Jean-Marc Kabound, comment vous avez perçu l'arrêt de la Cour dans l'UDPS? Cela a-t-il sonné comme une défaite politique, une défaite politique? Non, ça ne pose pas un problème. Nous ne parlons pas ici en termes de personnes. L'UDPS a beaucoup de cadres. Je vous ai dit que Jean-Marc Kabound, c'est un député élu. Il a un mandat spécial du chef de l'État pour diriger le parti. Et c'est un fils maison. C'est un homme
continuer à travailler. Madame Steya, qui est portée à ce poste-là, selon les accords FCC4, aura des conseillers et s'il peut être toléré par les deux camps, on va aller de l'avant. Le grand problème est que ces changements tant souhaités par tous puissent se faire voir et que nous puissions avancer. Ça, c'est le souhait de tous les Congolais. Merci, merci. Merci, honorable. Il faut, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, il faut qu'on connaisse la distraction. Vous l'avez répété, la Mouka distrait la population. Il nous reste 7 minutes pour terminer cette émission. Et dans 7 minutes, vous en aurez 3 pour M. Richard, 3 autres minutes pour vous, pour commenter la réconciliation entre le gouverneur de province et le président de l'Assemblée nationale. Lors d'une rencontre largement médiatisée, nous avions vu l'autorité provinciale aller vers le président de l'Assemblée provinciale avec sa vice-gouverneure et quelques membres du gouvernement pour, avait-il écrit sur les réseaux sociaux, harmoniser les vues. Nous avons décidé de cheminer ensemble pour le bien-être de la population. D'ailleurs, comme vous êtes encore en ligne, honorable, si nous pouvons comprendre cette rencontre, cette sorte de réconciliation, doit-on conclure que le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale vivaient en pleine discorde? Non, je voudrais dire ceci. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont des institutions de la province. Ils doivent vivre selon les textes de loi. Selon notre constitution, la loi 008 qui parle de la décentralisation en province et d'autres textes de loi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois, disons-le clairement, que l'UDPS qui est majoritaire dans la province a eu autant de députés. Et nous sommes les premiers députés de l'UDPS, mais nous disons qu'on ne doit pas vivre un copinage. Pendant qu'on a décrété l'état d'urgence, le chef de l'État avait demandé que, je crois que cette mesure a été levée notamment par le ministre de l'Intérieur, pour que les assemblées commencent à se réunir, avait demandé que les assemblées puissent surseoir à leur plénière. Mais pendant ce temps, que le gouvernement provincial, dans tous les programmes qui seront donnés pour combattre la COVID-19, travaille avec le bureau. Mais pendant ce temps, que le président de l'Assemblée appelait le gouverneur, tous ceux qui sont autour de lui, par une certaine faiblesse, lui demandaient de ne pas parler avec l'Assemblée. Et il y a eu de couacs. Les gens se sont tiraillés et les autres ont pensé que les députés réclamaient de l'argent. Mais il y a eu des sages du Kasaï oriental qui se sont mis debout. Il y a eu des pasteurs qui sont allés, qui ont dit que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et alors à ce moment-là, le président de l'Assemblée et le gouverneur de province se sont vus pour se mettre derrière la vision du chef de l'État, notamment avec 3 points. Soutenir le programme du chef de l'État, chercher de l'argent, comme on est autorité budgétaire, l'argent pour financer la province pour la construction de routes et faire les œuvres d'impact visibles. Et troisièmement, comment cheminer ensemble. Et quand on fait cela, c'est Mawessa qui est allé demander pardon à Mwamba, ou bien c'est Mwamba qui est allé prendre la corruption chez Mawessa. Finalement, cette population, elle doit être éduquée. Et ceux qui doivent éduquer, c'est nous députés et vous communicateurs, et non les gens de la Mouka qui créent la confusion. Et donc, honorable, vous demandez que ce n'est pas au sujet de 120 000 $ remis par la SACIM que les deux personnalités se sont rencontrées, c'est pour les intérêts du peuple. Non, l'argent de Covid-19, c'est l'argent que le gouvernement provincial doit gérer avec le groupe de riposte. Ce n'est pas avec les députés. Je crois que même nos territoires, les chefs de territoire ont été élevés comme chefs d'entité pour prendre cet argent. Je vais vous dire même un secret, bien que je sois au nom, même dernièrement, le chef de la province, le gouverneur, proposait qu'on puisse peut-être
peut-être soutenir les députés qui sont en train de chercher qu'on puisse les rémunérer avec cet argent. Le président de l'Assemblée a carrément refusé. Donc les gens ne doivent pas penser que tout ce que font les députés, c'est pour chercher de l'argent. Et est-ce que vous allez autoriser que le gouverneur puisse prendre ce crédit de plus de 4 millions pour asphalter quelques routes, parce que ses collaborateurs, dans des interventions sur les médias, reprochaient, notamment à l'Assemblée provinciale, de bloquer ce prêt que sollicitait le gouverneur de province. Si on peut conclure par là. Je suis en train de regretter. Je vous avais suivi en ligne avec un de ses directeurs de cabinet. Laissez-moi dire ça parce qu'il a dit que depuis le 28 novembre, ils avaient déposé une lettre. Il y a une procédure. Quand on veut de l'argent, nous sommes autorités budgétaires, on vient avec les moyens de remboursement. Les banques sont des institutions de commerce de l'argent. Le gouverneur doit se présenter devant le bureau et le président de commission pour défendre cela. Ou bien, le cas échéant, convoquer une session spéciale, comme notre règlement intérieur lui permet. Ils n'ont pas fait cela. Mais dans la faiblesse de ceux qui l'entourent, ceux qui ne peuvent pas l'aider dans cela, ils disent que l'Assemblée, ce sont les députés qui ont bloqué. Les députés peuvent travailler par rapport à cela. Ils travaillent comme des techniciens. Et quand on travaille comme technicien, comme expert, on doit se faire payer une prime. Ça, disons-le clairement, c'est dans notre loi de finances. Donc, disons certaines choses clairement, nous disons à ceux qui ne connaissent pas... D'accord. Concluez, honorable. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous pouvez conclure. Conclure, je dis qu'on cesse d'intoxiquer notre population, qu'on cesse de dire les mensonges. Voyons nos lois qui nous régissent. Nous ne sommes pas dans la jungle, nous ne sommes pas en brousse où les animaux vivent sans foi ni loi. On doit montrer selon la loi qu'est-ce qui doit être fait en premier. En fait, dans l'amour, avec Fachi Beto, qui est l'homme de l'amour, du pardon et de l'unité, nous puissions parler d'un Congo nouveau demain. Merci, honorable Bavon Mbouyi, monsieur Richard Kadinda. Vous allez en profiter également pour conclure dans 2 minutes. Hein. Vous avez suivi quand même le député Bavon, vous reprochez d'un certain nombre de choses. Vous, Lamouka, notamment d'intoxiquer la population, de distiller des fausses informations. Et par rapport à ce dossier gouverneur, assemblée provinciale, il pense que c'est surtout pour les intérêts de la population que les deux institutions ont décidé de cheminer ensemble, et non pour des intérêts personnels. Hein. Vous l'avez laissé parler pratiquement pendant 23 minutes et vous m'accordez 2 minutes pour répliquer. C'est vous qui avez commencé l'émission. Je vais faire un exercice pour les rejoindre. C'est vous qui avez commencé l'émission. Je suis dans le temps. Mouka, s'il demande à la Mouka de se taire, c'est une bonne chose. Nous allons nous taire et lui dire que voilà, lui qui s'est battu hier pour l'établissement de l'instauration d'un état de droit, aujourd'hui, il va instaurer un parti unique au Kassa oriental, sinon ils veulent l'installer sur tous les territoires nationaux. Ça, c'est vraiment regrettable. Mais la Mouka va continuer à parler parce qu'il s'agit de notre République à nous tous. La République de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État, la République de Richard Kanyinda Kana comme citoyen au Kassa oriental. Et ce que nous le faisons avec amour pour aider les chefs de l'État à se retrouver afin d'éclaner un peu quelque chose. Aller dans le sens où il est en train de le dire, c'est vouloir enfoncer et faire enterrer les chefs de l'État. Je vais commencer par le commencement. Ils ont acclamé et ils ont induit les chefs de l'État en erreur. Il n'y a jamais eu de majorité parlementaire à l'Assemblée. Il n'y a jamais eu. Puisque ni FCC, ni CACH ne sont constitutionnels. La Constitution ne reconnaît que les regroupements politiques. Et il n'y en a aucun qui a gagné la majorité en 2018. Aucun regroupement politique. Et donc, alors, il était du pouvoir du chef de l'État de nommer un informateur qui devait dégager cette majorité et lui présenter un rapport et il allait nommer un informateur et nous épargner ça. Okay. Quelque chose. La coalition, si c'était la coalition, il devrait nous épargner des spectacles que nous avons vécus. Il devrait s'entendre en interne. Non, écoutez, réconciliation, c'est qu'il y avait conflit. S'il y avait conflit, c'est disputé quoi? Qu'ils nous le disent clairement. Nous intoxiquons qui?
il y a réconciliation, c'est qu'il y avait conflit quelque part. Quelle était la cause de ces conflits-là? Et aujourd'hui, s'ils se réconcilient, c'est autour de quoi? Qu'ils nous le disent aussi clairement. Il a dit autour de la Covid. Autour des intérêts du peuple. Hein, donc c'est pour les intérêts du peuple. L'intérêt du peuple est où? Nous manquons l'eau. On a donné 120 000 $. La régie des eaux est impayée. Ils peuvent même donner une prime aux agents de la régie des eaux pour les encourager à bien travailler. Ils peuvent refaire les moteurs de la régie des eaux qui sont en panne. Et ils peuvent voir, ne fût-ce qu'appuyer la NRK, puisque souvent la chanson c'est quoi? Au manque du courant. Ne fût-ce que monter une turbine pour la NRK et lui dire que cette turbine, c'est juste pour la régie des eaux. 120 000 $, c'est beaucoup. Mais on va se mettre avec cette enveloppe autour de des institutions pour dire qu'ils se sont réconciliés. Mais qu'ils disent au peuple, ils se sont réconciliés autour de quoi? Voilà. Et puis la dispute ou les conflits, c'était autour de quoi? Voilà. Ils ne l'ont pas dit. Voilà, des bon, questions. et la distraction de la Moukala vient d'où? Voilà, des questions. Nous ne distrayons personne. Mais nous nous sommes en train d'observer ce qui se passe et c'est tout. Voilà, merci monsieur Richard. Des propositions, nous sommes prêts à les faire. Nous sommes là. Le leader a donné les temps. Et je sais que vous avez quand même déjà fait beaucoup de propositions, vous, la Mouka. Merci, monsieur Richard Kanyindakana, d'être passé dans Tête à Tête. Merci, honorable Bavon. Merci d'être intervenu depuis Kinshasa. Nous espérons vous avoir prochainement. Et d'ici là, revenez parce que vous commencez à nous manquer. Merci beaucoup, Arsène. Voilà, merci à vous téléspectateurs d'avoir suivi Tête à Tête. Jean Bosco Ngoy était à la réalisation, Hamilton Gwaka à la prise des vues. Au revoir et bonne soirée.